Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours avec le même plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire de ce lundi 24 février 2025. La première ministre Judith Suminwa a mis les membres de l'ONU face à leurs responsabilités historiques dans l'agression rwandaise en RDC. C'était lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est ouverte ce lundi 24 février à Genève. Et en Afrique, selon les prévisions, le secteur du paiement différé devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 14,8% pour la période allant de 2025 à 2030 en vue d'atteindre 10,63 milliards de dollars à la fin de la décennie en cours. Quel sort pour le processus de Luanda et de Nairobi? Les deux forums de paix sont quasi à l'arrêt. Pour Luanda, outre le fait que les partis sont encore à la recherche des médiateurs après la démission du président Joao Lourenço, pour Nairobi, le facilitateur Uhuru Kenyatta s'en remet à la communauté d'Afrique de l'Est qui doit jumeler les deux processus pendant que Kinshasa et Kigali campent chacun sur sa position. Patrick Ilunga. Sous quel format la RDC et le Rwanda vont-ils parvenir à la paix? Le président Félix Tshisekedi s'est dit favorable à des pourparlers, mais pas avec des pantins. Sous-entendu, la RDC ne pourra jamais s'asseoir à la même table de négociation avec les rebelles du M23. Le Congo préfère aux rebelles leur maître, c'est-à-dire le président rwandais, dit le chef de l'État congolais. Cependant, Kigali pose comme condition supplémentaire un dialogue direct entre le M23 et la RDC avant de parvenir à un éventuel accord de paix. Autant dire que le processus de recherche de paix sont dans l'impasse. Face aux nombreux obstacles, Uhuru Kenyatta, facilitateur du processus de Nairobi, a déjà remis officieusement la responsabilité de la facilitation à la communauté d'Afrique de l'Est. Une question se pose alors, comment la communauté d'Afrique de l'Est et la SADC doivent-elles s'y prendre pour mettre en place un nouveau processus afin de trouver une issue pacifique à la crise en République démocratique du Congo? Rien n'est sûr. Au stade actuel, les blocs régionaux font le constat amer d'un blocage, lequel a ouvert un champ au théâtre de guerre dans le nord et le sud Kivu. Nous en appelons à des sanctions dissuasives contre le Rwanda, a déclaré la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans sa première phrase lors de son adresse ce lundi au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est ouverte ce jour à Genève en Suisse. Représentant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses assises de l'organe principal de l'ONU en matière de défense des droits humains, la première ministre qui conduisait une forte délégation congolaise a mis les membres de l'ONU face à leur responsabilité historique face à l'invasion de la RDC par le Rwanda. Rachel Bisenga. Lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a fermement exprimé la position de son gouvernement face aux violences en cours à l'est du pays. Elle a dénoncé les massacres et exécutions sommaires perpétrées par le force soutenant le M23, affirmant que des sanctions dissuasives sont nécessaires pour restaurer l'ordre et la sécurité en protégeant des milliers de Congolais vivant dans les zones occupées. Au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'il continue de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. La première ministre a également salué la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant le Rwanda et exigeant son retrait des territoires congolais. Elle a souligné que, malgré ces avancées, les mesures actuelles restent insuffisantes et qu'une réponse internationale plus forte est indispensable. Il m'est impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est, n'ont pas le droit de la raconter. Ceci nécessite une réponse internationale renforcée et coordonnée.
Lors de cette session, le président du Conseil des droits de l'homme a aussi exprimé son regret face aux graves violations de droits humains en soulignant la situation dramatique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a appelé les conseils à passer de mots aux actions, s'interrogeant sur l'efficacité des mesures actuelles. De son côté, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a dénoncé les violations commises par le M23, soutenu par le Rwanda, insistant sur l'urgence de faire taire les armes et de respecter la souveraineté de la RDC. Et ce lundi 24 février, le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a reçu Emmanuel Lampert, représentant des Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. Lors de leur rencontre, ils ont abordé la facilitation de l'accès humanitaire dans l'est du pays, particulièrement dans les zones touchées par les conflits. Ils ont également discuté des défis sécuritaires auxquels MSF fait face suite à la perte tragique d'un membre du personnel de l'organisation lors d'une attaque meurtrière. Rachel Misenga. La facilitation de l'accès humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les équipes de Médecins sans frontières sont déployées dans des zones touchées par les conflits, a été au cœur des discussions entre Emmanuel Lampert et Jacquemain Chabani, vice-premier ministre congolais de l'Intérieur. Nous avons entendu la volonté d'accompagner et de faciliter l'impératif humanitaire, mais également l'importance que toutes les parties prenantes au conflit respectent les dispositifs entérinés dans le droit humanitaire international. Les deux personnalités ont également abordé les défis sécuritaires auxquels les humanitaires sont confrontés, en particulier ceux de MSF qui a tragiquement perdu un membre de son personnel le week-end dernier des suites de blessures par balle lors d'une attaque meurtrière visant le centre où il travaillait. Pour faire le point, afin aussi de mieux accompagner nos équipes qui sont toujours et encore présents dans plusieurs territoires et notamment à l'est de la RDC, que ce soit en Ituri, dans les territoires de Djougou et Mahagi, à Bunia, mais également dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Et ceci en invoquant aussi le décès très malheureux d'un de nos collaborateurs terrain congolais, décédé ce week-end à Goma, entouré des siens, mais victime à Massissi. Le vice-premier ministre a fermement condamné ces actes de violence et a exprimé sa solidarité envers MSF. Il a également encouragé l'organisation à poursuivre sa mission humanitaire qui consiste à venir en aide aux populations en détresse sans aucune forme de discrimination. Prenons cette information en bref. Les biens pillés et récupérables tels que motos, ordinateurs et autres objets seront restitués à la population de Lubero au Nord Kivu, tandis que certains biens comme des lapins et des boissons ne peuvent l'être. Le porte-parole de l'armée, le colonel Makazukai, a également annoncé que 4 nouveaux militaires s'ajoutent aux 63 déjà poursuivis pour pillage et désertion face au M23 et que des audiences se poursuivent à Moussienene pour établir les responsabilités et garantir justice aux victimes. Lors de la parade de la police ce lundi 24 février à l'esplanade du Palais du Peuple, le commissaire divisionnaire de la police a invité ses troupes au patriotisme, à l'intégrité morale et a appelé la population au calme. Il a également dénoncé et mis en garde contre certains dérapages, que ce soit dans les rangs de la police ou du côté de la population. Domomat. Lors de cette parade, le chef de la police a avant tout appelé ses troupes à faire preuve de patriotisme, d'intégrité morale et à rester en alerte permanente, tout en incitant la population à être vigilante et à combattre les rumeurs. C'est pour demander à la population de ne pas céder à la guerre psychologique et à l'intox. Même les méthodes, Bananiango, O, Baswailifone, Bazoko, Bombabango, Batuana, Tolagina, Lototuni, la Kissa Moussoï, Mogo, Baboni. Un avis de recherche a été lancé contre les auteurs des rumeurs récentes faisant état des présumés rwandais au stade des martyrs de Kinshasa. Cherchez-le. Il doit nous dire, Nana Pilier, à Saletoxewa.
Concernant les embouteillages, le chef de la police de Kinshasa a dénoncé l'incivisme des automobilistes tout en annonçant des mesures sévères contre les contrevenants, y compris les chauffeurs des autorités, pour faire respecter le nouveau code de la route. Il a précisé que les amendes seront désormais payées soit à la DGRAD, soit à la DGRK. Comme on a dit, dans ce nouveau code de la route et dispositions sont prises dès aujourd'hui pour la Kokanga et côté la fourrière. Sur la question des marchés pirates, le commandant de la police de la ville a déploré l'inaction de ses troupes, promettant des sanctions fermes si la situation ne change pas. Blaise Kilimbalimba a également évoqué la pratique des faux agents prétendant travailler pour le service de renseignement et empiétant sur les attributions de la territoriale. Le commissaire divisionnaire adjoint a par ailleurs invité la population à se méfier des agents qui leur demandent sur la route leur téléphone pour des raisons d'enquête, prétend-il. Seuls les services attitrés en ont le droit, et cela dans le cadre d'une enquête ciblée. La vérification ne se fait pas dans ces cas dans la rue, a-t-il précisé. Dans un contexte marqué par la crise provoquée par l'invasion rwandaise, cette parade avait pour objectif de remonter le moral des troupes et en même temps de rassurer la population quinoise sur sa sécurité. Toujours dans l'actualité, Mike Kassenga et François Roubota, deux derniers protagonistes de l'affaire dite de forage et lampadaire, ont été acquittés aujourd'hui dans le cadre du procès les opposants au ministère public devant la Cour de cassation. Ainsi, le procès forage et lampadaire se termine de la même manière que le procès sans jour. Autre chose, la réunion de coordination stratégique qui se tient chaque lundi autour du ministère de la Santé a eu lieu pour ce 24 février. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment le déploiement de 1200 poches de sang à Goma, l'épidémie de rougeole et les débuts de la vaccination contre l'Mpox à Kinshasa. Kinshasa a enregistré un nouveau variant de la Mpox adapté à une transmission interhumaine soutenue, notamment par voie sexuelle. En même temps, la campagne de vaccination a été officiellement lancée dans la ville, plus précisément à Pakadjouma, dans la zone de santé de Limete, depuis le week-end dernier. Cette campagne cible 5 zones de santé et bénéficie du soutien de l'OMS et de l'UNICEF. À ce jour, 132 personnes ont déjà été vaccinées avec un objectif de 603 716 individus âgés d'1 an et plus. Kinshasa, il y a 5 ans, on a lancé la campagne de vaccination avec la stratégie recadrée. Parce qu'il faut savoir maintenant qu'on a une stratégie recadrée par rapport à la vaccination où on vaccine, il y a une vaccination de masse et il y aura aussi une vaccination par rapport au personnel de première ligne et aussi vaccination dans les milieux clos. Lors de cette réunion de coordination stratégique, il a été signalé que la RDC est à nouveau frappée par une nouvelle épidémie de rougeole, d'où l'importance d'une approche intégrée pour la gestion efficace des épidémies et urgences. Nous avons une vingtaine, autour de 29 zones de santé qui sont en épidémie par rapport à la rougeole et dans lesquelles nous devons essayer d'apporter une réponse par rapport à cette épidémie. Et c'est là où il y a toute la réflexion d'avoir au niveau du système de santé une approche intégrée de la gestion de toutes les épidémies. Maintenant, nous avons Mpox, nous avons la rougeole et la facilitation de l'accès humanitaire. Et c'est là où il y a toute la réflexion d'avoir au niveau du système de santé une approche intégrée de la gestion de toutes les épidémies. Maintenant, nous avons Mpox, nous avons la rougeole et les urgences avec les afflux des blessés à l'Est, avec la guerre. Donc, nous devons mettre en place vraiment un système qui prend en compte toutes les urgences. De plus, il convient de noter que le ministère de la Santé, via le Centre national de transfusion sanguine, a envoyé samedi, avec l'aide de ses partenaires, 1200 poches de sang. Ces intrants sont en déploiement dans la ville de Goma. Et puis, on date du 22 février 2025, le conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, ARECOM son sigle, a décidé de la suspension temporaire pour une durée de 4 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision
de toute exportation du cobalt de la RDC issue de l'exploitation minière, qu'elle soit industrielle, semi-industrielle, à petite échelle ou de petites mines ou artisanales. Le service de l'État, singulièrement la Direction générale des douanes et assises, la Direction générale des migrations et les services spécialisés sont tenus d'assister à la stricte application des présentes mesures. Et pour en parler, nous avons un intervenant dans ce journal. Il s'agit de Dieudonné Bonali, journaliste à Géopolis. Bonsoir à vous. Bonsoir Dambani Moujinga. Dieudonné Bonali, alors quelles peuvent être les conséquences positives ou négatives sur l'économie congolaise? Voilà ces décisions de l'ARECOMS. Bon, d'abord je vais planter les décors. La RDC assure environ 75% de la production mondiale des cobalt, ce qui représente l'équivalent de 15 à 20% de ses exportations minières. Or, depuis plus de 2 ans, le prix du cobalt est en forte baisse, principalement en raison d'un excédent de l'offre. Qui sont à la base de cet excédent de l'offre? Il s'agit de l'Inde, de l'Indonésie et de la République démocratique du Congo, qui sont les 2 grands producteurs mondiaux de ces métaux précieux. Et en République démocratique du Congo, vous trouvez des entreprises comme Glencore et TFM Fungurume qui sont les championnes dans la production du cobalt. Et ceci est la résultante de l'augmentation sensible de la production du cuivre. Vous savez que la nature a voulu, pour ne pas parler de Dieu, que là où on exploite les cuivres, on trouve aussi les cobalt. Les 2 minéraux sont associés. Quand il y a augmentation sensible de la production du cuivre, comme on le constate actuellement sur les marchés, la RDC est le premier producteur mondial, le premier producteur africain du cuivre et 4e sur le plan mondial après avoir détrôné la Zambie. Et avec une offre de 1 500 000 tonnes de cuivre en moyenne et aussi avec plus ou moins 150 000 tonnes de cobalt que la RDC livre sur le marché mondial. En 2018, la tonne du cobalt, quand Kabila était encore au pouvoir, Joseph Kabila, c'était presque pendant la période de l'alternance politique, le prix de la tonne du cobalt d'Amani Muzinga avoisinait les 90 000 $ américains. 7 ans plus tard, nous sommes en 2025, les prix avoisinent les 20 000 $ américains. Donc nous sommes partis de 90 000 $ américains à 20 000 $ américains. Une perte ou une baisse significative de 70 000 $ américains pour chaque tonne produite en République démocratique du Congo, en Indonésie et dans d'autres pays producteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement doit continuer à constater cette baisse jusqu'à arriver à 5 000 $? Non. Vous savez que notre budget dépend essentiellement du secteur minier. Plus de la moitié de nos ressources provient du secteur minier. Et le cobalt contribue beaucoup. Je voulais dire de la production, et du cobalt. Maintenant, en retirant la production de la RDC du marché international, notre gouvernement veut booster l'augmentation du prix de ces minéraux sur le plan international. Mais il y a une précision de détail. Le gouvernement n'a pas arrêté la production, n'a pas demandé aux entreprises minières d'arrêter la production. Justement, je voulais en arriver là. À produire, mais on n'exporte pas. Est-ce que cette suspension aura-t-elle de l'influence sur la production du cobalt? Non, j'y étais déjà. On ne va pas arrêter la production parce qu'il y a les facteurs travail. Les gens doivent continuer à travailler. Les usines doivent continuer à tourner parce que l'arrêt des usines, la maintenance, l'entretien coûte plus cher que pendant la période de production. Nous allons continuer à produire, mais il n'y aura pas exportation. Le gouvernement de la République a demandé à tous les services compétents, vous les avez cités ici, la DGM, l'ANER et tous les autres services, de veiller à la stricte application de cette mesure. Aucune tonne de cobalt ne doit sortir de la République démocratique du Congo jusqu'à ce que les prix doivent revenir à la normale au marché internationaux, principalement à la bourse de Londres.
Dieudonné Bonali, on se demande bien, est-ce que cette décision n'est-elle pas un levier politique pour Kinshasa suite à la guerre d'agression à l'Est? Bon, je voulais, avant de répondre à cette question, dire ceci. Oui, très rapidement. Vous savez que notre budget a été déjà voté au Parlement. Et le gouvernement de la République compte beaucoup sur les recettes provenant du secteur minier. Si la baisse continue, il y aura baisse des recettes. Ça va pousser le gouvernement à revenir au Parlement pour demander un collectif budgétaire. Les collectifs, on le fait soit pour hausser le budget national, soit pour les ramener à la baisse. Et avec les conséquences que nous allons connaître, soit des coupes budgétaires, la diminution de certaines dépenses. Or, nous ne sommes pas encore là. Et nous sommes un pays en guerre. Notre armée nationale a besoin de notre soutien, surtout du gouvernement national. Il faut acheter les armes, il faut payer les soldes des militaires et policiers, il faut les motiver, il faut acheter des tenues militaires. Or, une partie de cet argent proviendra aussi de l'exploitation industrielle, artisanale, même de la petite échelle de nos mines. Nous devons faire très attention. Nous sommes les premiers producteurs de ces minéraux précieux. Nous avons devant nous un levier pour contrôler les prix. Quand ça baisse, le gouvernement doit intervenir. Quand les prix haussent aussi, le gouvernement doit aussi intervenir avec les autres producteurs mondiaux. Voilà. Maintenant, le problème se trouve à quel niveau? Certaines personnes risquent de penser qu'en interdisant l'exploitation du cobalt, le gouvernement l'a fait pour des raisons politiques, pour demander à la communauté internationale d'intervenir sur la situation que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo. Ça peut être ça, mais ce n'est pas ça. Le gouvernement l'a fait pour des raisons économico-financières et non pour des raisons politiques. Mais ça peut pousser aussi la communauté internationale à réagir sur la situation actuelle en RDC en imposant la paix. En disant, vous voyez, la RDC veut retenir ses minéraux et ça risque de faire bouger les marchés internationaux et surtout amener certaines usines à fermer, parce que comment vous allez tourner sans les cobalt? Voilà, merci à vous Dieudonné Bonali pour votre intervention dans ce journal. Merci aussi à vous pour l'invitation. C'est un problème très sérieux. Il ne faut pas les politiser, c'est pour des raisons économico-financières. Voilà, on se retrouve très prochainement, Dieudonné Bonali. Poursuivons avec ce journal. Le saviez-vous, il existe des sanctions en ce qui concerne la dépravation des mœurs en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Les actes immoraux sont devenus monnaie courante, surtout chez les jeunes. Plus de détails dans cet élément de Rosie Chioyo. En République démocratique du Congo, se réveiller sans faire face à des nouvelles en ce qui concerne l'immoralité est devenu un challenge. Partout sur la toile, la dépravation de mœurs ne cesse de prendre de l'ampleur chez les jeunes gens. Les termes pudeur n'y retrouvent pas sa place dans la société. Face à cette situation, la loi congolaise prévoit de sanctions selon une experte en justice. En RDC, la dépression de mœurs est généralement régie par le code pénal, qui prévoit diverses infractions liées aux comportements immoraux ou contraires aux bonnes mœurs. Dans le cadre d'une affaire comme celle de l'ISC, l'Institut supérieur de commerce, les sanctions peuvent varier, inclure 3 sanctions: les sanctions pénales, disciplinaires, administratives. Dans les sanctions disciplinaires pour les membres du personnel académique ou administratif, les mesures disciplinaires peuvent être prises par les autorités de l'établissement, alors que pour les sanctions pénales, de peines d'emprisonnement ou des amendes peuvent être imposées pour des actes considérés comme dépravants ou nuisibles à la société. Et de sanctions administratives, les institutions peuvent également être sujettes à des sanctions administratives, notamment la suspension ou la fermeture en cas de violation de la loi. Mais il est important de consulter les lois spécifiques en vigueur et les règlements internes de l'établissement concerné pour une compréhension complète des conséquences liées à tel comportement, parce que dans tous les établissements, il y a des lois, des articles prévus en cas de sanctions, tout ça. Donc, il est essentiel de comprendre que les conséquences de la dépravation de mœurs interagissent souvent entre elles et peuvent avoir des effets à long terme sur l'ensemble de la société. La nécessité de promouvoir les valeurs éthiques et morales s'avère donc cruciale pour maintenir la cohésion sociale et le bien-être collectif.
En sport, le boxeur congolais Martin Bakolé a été battu par le néo-zélandais Joseph Parker par KO au deuxième round en n'étant pas préparé. Pourtant, le Congolais a accepté de relever le défi d'un tel combat à peine 48 heures avant l'échéance en raison d'une grosse somme d'argent. La boxe business a-t-elle eu un impact sur l'enjeu sportif? Tentative de réponse dans cet élément de Blaise Couzola. Martin Bakolé a été battu par KO au deuxième round par Joseph Parker samedi 22 février dernier à Riyad en Arabie Saoudite. Un pari perdu pour le pugiliste congolais qui avait accepté de remplacer Daniel Dubois dans le choc poids lourd contre le néo-zélandais Joseph Parker à peine 48 heures avant le combat. À la suite d'un bras arrière lourd de Parker, Bakolé a été envoyé au tapis. Ce dernier n'a pas pu retrouver ses esprits avant la fin du décompte de l'arbitre, encaissant ainsi la deuxième défaite de sa carrière chez les professionnels. Rappelons que l'annonce de ces combats est tombée brusquement alors que Bakolé séjournait à Kinshasa. Sans camp d'entraînement, sans acclimatation et avec un poids supérieur à son optimum, environ 143 kg contre 121 kg pour Parker, il s'est présenté sur le ring dans des conditions loin d'être idéales. Après avoir reçu cette annonce, le boxeur congolais a accepté ses défis des dernières minutes, bien qu'il ne se sente pas physiquement prêt. Il l'a déclaré sur Facebook. C'est la deuxième défaite en carrière pour le boxeur qui n'a pas eu le temps nécessaire pour préparer ses combats et où il s'est promis de choquer le monde. Il a quand même reçu une grosse somme de 5 millions de dollars. Dans un sport où l'audace est souvent récompensée, cette décision pourrait même lui ouvrir d'autres opportunités. En plus, dans la catégorie de poids lourd, une défaite n'est jamais définitive. Avant ses revers, Bakolé restait sur une série de 8 victoires consécutives, dont certaines contre des adversaires réputés comme Carlos Takam et Tony Yoka. À 31 ans, il est encore en pleine force de l'âge pour un poids lourd et a le temps de rebondir. Enfin, les observateurs ne considère pas cette défaite comme une véritable mise en échec. Parker a brillé certes, mais Bakolé n'a pas été dépassé par son adversaire en termes de niveau. Il a surtout subi un manque de préparation évident et un coup bien placé qui a scellé son combat. Loin de s'attarder sur cette défaite, Bakolé se tourne déjà vers son prochain combat prévu en mai 2025 contre Efe Ajagba. Place à présent à l'actualité internationale. Le secteur du paiement différé, souvent désigné par son acronyme anglais BNPL, Buy Now, Pay Later, acheter maintenant, payer plus tard, devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 14,8% en Afrique pour la période allant de 2025 à 2030 pour atteindre environ 10,63 milliards de dollars à la fin de la décennie en cours, selon une étude du cabinet d'analyse de marché Research and Market datant du 19 février 2025. Cette croissance du secteur découle essentiellement de l'intégration des solutions BNPL dans les plateformes de commerce électronique. Africa 24. En Afrique, les secteurs du paiement échelonné devraient connaître une croissance annuelle de 14,8% pour la période 2025-2030. À l'horizon 2030, sa valeur pourrait approcher le 10,63 milliards de dollars selon une étude du cabinet d'analyse de marché Research and Market publiée le 19 février 2025, intitulée Africa Buy Now, Pay Later, Business Investment Opportunity Data Book. Le document indique que ces marchés a déjà enregistré une expansion annuelle de 29,4% entre 2021 et 2024, atteignant 4,48 milliards de dollars à la fin de l'année écoulée. L'expansion rapide du secteur est principalement due à l'intégration progressive de services BNPL au sein de plateformes de e-commerce dans le but d'attirer davantage des consommateurs et d'accroître leur chiffre d'affaires. Alors que la concurrence s'intensifie sur les marchés africains du
BNPL. Le document met également l'accent sur le fait que les acteurs, qu'ils soient régionaux ou internationaux, qui misent sur la technologie, l'innovation et les collaborations stratégiques, se rendent dans une meilleure position pour exploiter les nouvelles perspectives offertes par ces secteurs. Mesdames et messieurs, faisons place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Blaise Kouzola. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce lundi, deux sujets dominent l'actualité dans plusieurs quotidiens. D'abord, l'échange entre le président de la République et les membres de sa plateforme, suivi de la tribune de Joseph Kabila qui occupe une place importante dans les discussions. La Prospérité rapporte qu'en réunion avec le membre de l'Union sacrée de la Nation le 22 février 2025, le chef de l'État Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement à récupérer les zones occupées par les rebelles et à établir une paix durable. Selon EcoNews, il a également fustigé son homologue rwandais, Paul Kagame, qu'il accuse d'incarner un système à l'origine de 3 décennies de chaos dans la région des Grands Lacs. Félix Tshisekedi promet de déboulonner Kagame même si, reconnaît-il, la bataille sera difficile. Le journal rapporte que le président congolais a réitéré sa position ferme sur le refus de toute négociation avec le membre de l'AFC M23, les qualifiant de pantins du Rwanda et affirmant que discuter avec eux serait une humiliation pour la RDC. Après cette communication, la référence plus note qu'il faudra s'attendre à un remaniement gouvernemental et une refonte de l'armée et au réaménagement de sa plateforme politique l'Union sacrée. Le phare mentionne la résolution 2773 et les sanctions prises contre le Rwanda et les M23 tout en précisant que l'application effective de ces mesures reste incertaine eu égard à l'influence de Kagame sur les grandes puissances internationales. Toutefois, écrit-il, l'opposition des États-Unis et de la Belgique ont été bien accueillis par les Congolais de tous bords. Quant au potentiel, il rapporte que malgré l'exigence du Conseil de sécurité de l'ONU pour un retrait immédiat du M23 des zones occupées dans l'est de la RDC, le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda refuse de se soumettre. Le M23, qui contrôle des villes comme Bukavu et Goma, renforce son emprise par des réunions en imposant une administration parallèle jugée par Kinshasa comme illégale et criminelle. Dans un autre registre, Congo Nouveau évoque le retour de Joseph Kabila sur la scène médiatique. Dans une tribune parie dans un journal sud-africain, l'ex-président congolais a répondu à son successeur Félix Tshisekedi. Kabila accuse Tshisekedi de mauvaise gestion et estime que la crise actuelle, accentuée par l'occupation par le M23, résulte directement de son régime qu'il qualifie de tyrannique et responsable de nombreuses violations de droits humains. Kabila critique ainsi une gouvernance marquée par l'intimidation, les arrestations arbitraires et les exécutions sommaires. Forum des As relaie les communiqués de la Senko qui fustige la stigmatisation des swahiliphones. Les évêques catholiques de la République démocratique du Congo sont indignés d'assister aujourd'hui à une ségrégation qui risque d'embraser les conflits intercommunautaires et d'enfoncer davantage notre pays dans les violences. Enfin, nous terminons cette revue de presse avec un focus sportif et économique. Le boxeur congolais Martin Bakolé a subi une défaite cruciante par KO au deuxième round face à Joseph Parker lors d'un combat à Riyad le 22 février. Un pari risqué pour Bakolé. Je termine cette revue de presse, je vous souhaite un bon début de semaine. C'est ainsi que s'achève ce journal. Place au rappel des titres. La première ministre Judith Suminwa a mis les membres de l'ONU face à leurs responsabilités historiques dans l'agression rwandaise en RDC. C'était lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est ouverte ce lundi 24 février à Genève. À l'international, selon les prévisions, le secteur du paiement différé devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 14,8% en Afrique pour la période allant de 2025 à 2030 en vue d'atteindre 10,63 milliards de dollars à la fin de la décennie en cours. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.